que dirait-on de la promesse faite à un homme que vous n'avez jamais vu, même avant d'apprendre à marcher? Dans l'Europe médiévale, ce n'était pas une question, c'était une réalité. Pour la majorité des femmes de cette époque, le mariage n'était ni l'expression d'un amour, ni une décision personnelle. C'était une transaction, un contrat strictement régi par les intérêts familiaux, le statut social et le profit économique. Au sein de la noblesse, les filles étaient utilisées comme des outils politiques, échangées telles des marchandises pour sceller des alliances, étendre des territoires ou instaurer la paix. Elles pouvaient être engagées dès l'âge de 7 ans, et à 12 ans, elles étaient considérées comme aptes au mariage selon le droit canon. En 1270, le juriste Guillaume Durand a tristement constaté: le mariage n'est pas lié à l'amour, mais à la propriété et au droit. Pour les femmes paysannes, la liberté de choix était tout aussi limitée. Le consentement du seigneur primait souvent sur les désirs personnels, et les mariages étaient fréquemment orchestrés pour répondre aux besoins de l'économie féodale, plutôt qu'à ceux de la famille. Bien que légalement exigé par l'Église, le consentement n'était souvent qu'une simple formalité. Une jeune fille, entourée de parents masculins et de membres du clergé, devait obéir, peu importe sa peur ou sa résistance. L'historienne Eileen Power, en analysant des archives judiciaires et ecclésiastiques, a découvert de nombreux cas de femmes contraintes au mariage et affirmant par la suite qu'elles n'avaient jamais vraiment consenti. Certaines étaient enlevées par la force, d'autres sous menace, et beaucoup n'avaient tout simplement pas la possibilité de s'exprimer sur les décisions qui les concernaient. Une fois mariée, l'autonomie d'une femme s'évanouissait presque totalement. Légalement, elle était considérée comme une femme couverte, un statut où son identité légale était engloutie par celle de son mari. Elle ne pouvait pas posséder de biens de façon indépendante, engager un procès, ou même quitter son domicile sans autorisation. En Angleterre, la Magna Carta n'accordait aucun droit aux femmes, et le droit canon précisait la domination masculine en citant la Genèse. « Ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Dans ce contexte social sombre, le mariage devenait une prison dissimulée derrière un sacrement. L'amour n'était ni recherché ni anticipé. Les femmes, surtout les jeunes filles, étaient échangées, assujetties, puis oubliées, souvent avant même qu'elles ne saisissent pleinement la signification du mariage. Les dangers de l'accouchement, le tueur silencieux des femmes. Dans l'Europe médiévale, l'accouchement n'était pas une source de joie, c'était un risque mortel. Pour les femmes, c'était souvent l'événement le plus périlleux de leur vie. Sans anesthésie, antiseptique ni soins médicaux appropriés, accoucher était une épreuve brutale et pleine d'inattendus. Les femmes donnaient naissance à domicile, généralement avec l'aide de sages-femmes, des femmes aux compétences pratiques, mais peu formées. Même dans les classes nobles, les risques étaient alarmants. Pour les femmes paysannes, dont la vie était plus rude, et les corps affaiblis par un travail acharné et la malnutrition, les dangers étaient multipliés par 10. Les taux de mortalité parlent d'eux-mêmes. Selon certaines estimations, une naissance sur 10 à une naissance sur 12 entraînait la mort de la mère. Des complications telles que le travail obstructé, les hémorragies, la fièvre puerpérale et les infections s'avéraient souvent mortelles. Il n'existait pas de césarienne, pas pour les femmes vivantes. Si une césarienne était pratiquée, c'était uniquement pour sauver l'enfant après le décès de la mère ou lorsqu'elle était considérée comme perdue. Hildegarde de Bingen, abbesse et écrivaine médicale du XIIe siècle,
a dépeint l'accouchement d'un réalisme glaçant. Lorsque l'enfant est né, la vie de la femme est suspendue au bord d'un couteau. Si sa force l'abandonne, elle est perdue. Et beaucoup le sont devenus. En l'absence de théorie des germes, l'hygiène était déplorable. Les sages-femmes réutilisaient leurs instruments. Et même les naissances dans la noblesse se déroulaient dans des conditions insalubres, quand ce n'était pas dans des pièces encombrées de paille grouillante, de bactéries. Au-delà des traumatismes physiques, une terreur spirituelle sévissait. L'Église enseignait que mourir en couche sans avoir confessé ses péchés pouvait compromettre l'âme. Parfois, un prêtre était appelé auprès d'une femme en travail, non pour la féliciter, mais pour lui administrer les derniers sacrements. Pourtant, les femmes continuaient d'accoucher encore et encore. Le mariage signifiait procréation, et le statut d'une femme, voire son salut, était souvent déterminé par sa fertilité. Les femmes nobles pouvaient connaître 10 grossesses ou davantage dans l'espoir de donner naissance à un héritier mâle. La reine Anne Neville d'Angleterre, épouse de Richard III, est morte en 1485, vraisemblablement de tuberculose aggravée par des complications liées à l'accouchement. Son destin n'était pas unique. Chaque naissance pouvait être une sentence de mort. Pourtant, il n'y avait guère de choix. Dans le monde médiéval, la maternité était une obligation et la survie ne pouvait jamais être garantie. Peine sévère, la sombre réalité de la justice médiévale. La justice dans le monde médiéval était rapide, brutale et implacable, surtout envers les femmes. Dans une société où la loi reposait sur les coutumes féodales, la doctrine de l'Église et le contrôle patriarcal, la punition visait davantage à effrayer qu'à réhabiliter. Les femmes n'étaient pas évaluées selon les mêmes critères que les hommes, bien que les lois de nombreux royaumes, comme le droit commun en Angleterre ou les coutumes en France, s'appliquent théoriquement à tous. Leur application était profondément teintée de genre. Les femmes accusées de péchés moraux ou intimes subissaient un traitement particulièrement sévère. L'adultère, la promiscuité ou même une modestie jugée insuffisante pouvait entraîner l'humiliation publique, des châtiments corporels ou pire encore. Au XIIIe siècle, les archives anglaises documentent des femmes condamnées pour adultère défilant dans les rues, vêtues uniquement de leur chemise, la tête rasée et moquées par une foule. Des accusations plus graves conduisaient à des fins plus cruelles. Pour vol, la mutilation était une pratique courante. Oreilles coupées, visages marqués au fer ou doigts tranchés. La punition était souvent plus sévère pour les femmes en raison de l'humiliation supplémentaire liée à leur sexe. En 1324, une femme prénommée Jeanne de Brigue, à Paris, décrite comme voyante, fut brûlée vive pour sorcellerie et vol présumé. Son sexe invoqué comme preuve de sa tromperie innée. L'Église possédait ses propres tribunaux, notamment pour les affaires de moralité. Accusées de fornication, de blasphème ou d'hérésie, les femmes étaient traînées devant des juges ecclésiastiques rarement portés à la clémence. Une voix féminine s'élevant en dissentiment, qu'il soit verbal ou intellectuel, était considérée comme intrinsèquement suspecte. Une femme qui colporte des rumeurs est comme un toit qui fuit, avertissait le décret de Gratien au XIIe siècle, fondement du droit canon. Le silence et l'obéissance étaient des vertus divines, le dissentiment, un péché. La torture, bien que théoriquement encadrée, était utilisée pour obtenir des confessions. En raison de leur statut légal inférieur, les femmes étaient souvent plus vulnérables. Les archives des tribunaux inquisitoriaux montrent que beaucoup avouaient
simplement pour mettre fin à la souffrance, scellant ainsi leur destin. Une fois accusée, une femme avait peu d'options. Elle risquait d'être submergée dans l'eau, fouettée, mise au pilori ou exécutée, souvent en public, toujours en tant qu'exemple. La justice en Europe médiévale n'était pas aveugle. Elle voyait les femmes trop clairement et les sanctionnait en conséquence. Peur et persécution, les femmes durant les chasses aux sorcières médiévales. À la fin de l'ère médiévale, la peur prenait l'image d'une femme. Dans les villages et les villes, la figure de la sorcière devenait le symbole de toutes les inquiétudes de la société. Et ce sont les femmes qui en faisaient les frais. Bien que les chasses aux sorcières les plus connues aient atteint leur paroxysme à l'époque moderne, leurs origines plongent profondément dans l'imaginaire médiéval, alimenté par des siècles de méfiance théologique, de croyances populaires et de misogynie. Les accusations de sorcellerie surgissaient comme des explications au malheur, récoltes médiocres, épidémies, mortalité infantile. Il fallait trouver un coupable, et cette personne était souvent une femme âgée, pauvre ou isolée. L'Église a joué un rôle crucial. La publication en 1487 du Malleus Maleficarum, traduit par « Le marteau des sorcières » par les inquisiteurs Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, a scellé l'association entre la sorcellerie et le mal féminin. Toute sorcellerie provient de la luxure charnelle, qui est insatiable chez les femmes, affirmait-il. Bien que ce texte soit techniquement moderne, ses bases avaient été établies par les autorités ecclésiastiques médiévales. Les théologiens avaient longtemps décrit les femmes comme spirituellement plus faibles, plus susceptibles à la tentation, et donc plus exposées à l'influence des démons. Les procès offraient peu d'espoir d'évasion. La torture était fréquemment employée pour obtenir des confessions. Une femme pouvait être accusée par un voisin suite à une dispute ou à une fausse couche. Elle pouvait alors être emprisonnée, interrogée et contrainte, sous la douleur, à avouer qu'elle volait sur un balai, faisait des pactes avec des démons ou maudissait le bétail. Plus elle niait, plus les tortures s'intensifiaient. L'exécution suivait rapidement. Dans une grande partie de l'Europe, le bûcher était la méthode privilégiée, non seulement pour le spectacle, mais aussi comme acte de purification. Les flammes étaient considérées comme purificatrices pour l'âme, bien qu'aucune miséricorde ne fût présente dans l'acte lui-même. Les places publiques se transformaient en théâtre d'horreur. L'odeur de la fumée, le tumulte de la foule et les cris des femmes condamnées marquaient ces événements dans la mémoire collective et renforçaient la terreur. La plupart des victimes étaient des femmes. Entre 75 et 85% des accusés dans l'Europe médiévale et moderne étaient des femmes. Elles n'étaient pas des criminels, elles servaient de boucs émissaires, victimes de la peur, de l'ignorance et d'un système qui exploitait la religion et le droit pour contrôler les plus vulnérables. Les chasses aux sorcières n'étaient pas seulement des actes de persécution, elles symbolisaient une panique sociale institutionnalisée. Pour les femmes médiévales, elles représentaient l'un des héritages les plus sombres de tous. Le monde médiéval n'était pas seulement cruellement aléatoire. Il était conçu pour lier les femmes au silence, à la souffrance et à la servitude. Ces systèmes de contrôle n'étaient pas des occurrences isolées. Ils reflétèrent les peurs profondes, les hiérarchies rigides et les idéologies religieuses qui ont influencé la civilisation européenne pendant des siècles. Dans chaque mariage forcé, chaque accouchement fatal, chaque condamnation injuste et chaque exécution illuminée par les flammes, nous percevons comment le pouvoir genré
a perverti la justice et la dignité. L'histoire ne sommeille pas. Elle parle à travers les cicatrices qu'elle laisse derrière elle. Comment pouvons-nous évaluer le coût d'une société fondée sur le silence? Commentaire ci-dessous. Quel aspect de la condition des femmes au Moyen Âge vous paraît avoir eu le plus d'influence sur la structure sociale de cette époque? Comme l'a noté le chroniqueur du XIIe siècle Orderic Vital, les coutumes de l'époque étaient plus cruelles envers les femmes qu'envers les hommes, car elles supportaient des fardeaux sans récompense et mouraient sans gloire.